Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi sur Europe 1, 16h, 18h. Et vous êtes nombreux, tellement nombreux à nous regarder sur europe1.fr, à nous appeler 01 80 20 39 21. Dans un instant, on sera avec Carl Olive. Envoyer l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Sa déclaration a fait énormément réagir. On vous demande de réagir au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Olivier d'Artigol est avec nous, merci. Il est heureux, il est beau. Ça va, Cyril? Il est avec sa fiancée? Oui, il a fait quoi cette semaine? Une quiche Lorraine? Parce qu'il fait il fait un petit repas avec sa fiancée toutes les semaines. Oui. Hein, oui. Il a fait quoi? Là, c'était Ossobuco. Ossobuco, d'accord. Vous avez fait l'osso, elle a fait le buco? Merci. Merci, très bien. Gauthier Lebré. Bonjour, C'est Cyril. plus beau que jamais. Hein. Oh. Ah là, sans regard, ça y est, là, on dirait vraiment. Non, franchement, Oui. on dirait que on dirait que vous allez vous présenter en tant que député dans une circonscription. Sous la bannière insoumis. Écoutez, il y en a d'autres qui sont passés. Alors, sous la bannière insoumis, j'ai failli ne pas entendre ce morceau de phrase. Mais je vous remercie, je suis correctement habillé. Merci. Valérie Benaïm est là. Bonjour tout le monde. Merci. Vous chantez en jogging, vous me demandez pas pourquoi? Oui, non, mais pour quelle raison êtes-vous en jogging? J'ai rendez-vous avec le roi du Maroc à 18h. Vous n'avez jamais été condamné, Cyril? C'est bon, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème, je le savais. Et alors, excusez-nous, on vous sort de l'assiette. On est vraiment désolé. Fabien Lecam, ça ne se reproduira plus, vraiment. On est vraiment désolé. Hein. Merci d'être là. Bonjour. Vous restez avec nous toute l'émission? Si vous le voulez. Si vous êtes payé. J'ai des news. Merci, vous avez des news. Très bien. Vous en aurez d'autres aussi pour la télé tout à l'heure. Hein. Ah bah évidemment, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, là, ce ne sont pas les mêmes. Il y a eu trop de news. Il y a trop. On peut faire 8 heures d'émission aujourd'hui. Ouais. Et je suis très heureux d'accueillir Carl Olive, député Ensemble pour la République. Bien sûr, et c'est dans les Yvelines, puisqu'on le connaît bien, Carl Olive. Merci, Carl Olive, d'être avec nous. Merci, cher Cyril Hanouna. C'est toujours un plaisir de venir mais partager. nous aussi, toujours un plaisir. Et je vais vous dire, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, au moins, il propose des choses, Carl Olive. Je vous dis, moi j'aime bien les personnes qui proposent des choses. C'est sûr que les mecs qui proposent rien, c'est sûr que on va jamais réagir à ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont pas dit. Hein. Donc voilà, Carl Olive au moins, il propose des choses. Je le dis tout de suite à nos auditeurs. Carl Olive, je le connais bien puisque il faisait partie du même groupe que moi. Hein. À l'époque, il était sur Canal+. Donc c'est vrai que On souhaite un bon anniversaire. Exactement, 40 ans de Canal+. 40 ans. Ouais. C'est un beau souvenir ou pas pour vous? Ah oui, c'était parce qu'on va rappeler à nos auditeurs, vous étiez au sport de Canal. Hein. C'était. Moi, j'ai eu la chance d'être à la direction de la rédaction direction. et des programmes de Canal grâce à Michel Denisot, Charles Que Guetry, j'embrasse, avec Michel Thierry, Denisot. Thierry Gilardi, avec des consultants qui s'appelaient Michel Platini, Aimé Jacquet, Nathalie Anetta, Denis Balbir, David Berger, enfin c'est Grégoire Margoton, enfin c'était. Bien sûr. Ah oui, puis à l'époque on n'est pas de sujet, vous voyez, sur les droits du foot. Non, c'est vrai. Il y avait un seul opérateur qui avait les droits du foot, c'était beaucoup plus facile. Eh ben, je vais vous dire. C'était 600 millions. Ouais. Et c'était pas cher comme Denisot. C'était 600 millions. Exactement. C'est pas cher. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à Michel Denisot. Je le dis parce que il a eu, je l'ai dit en télé déjà, il a eu des déclarations sur moi qui m'ont fait énormément plaisir. Donc merci à lui. Et franchement, ça m'a beaucoup touché parce que ça reste quand même, c'est quand même la classe, Michel Denisot. Et franchement, lui, moi, la carrière de rêve pour moi, c'est Michel Denisot. Les mecs en télé, une carrière incroyable. Et puis après, président du Paris Saint-Germain. Franchement, qu'est-ce que tu veux rêver de mieux? Et Cyril, quand on connaît l'homme, derrière le journaliste, derrière la star qu'il peut être, c'est un homme vrai. Exactement. Mais ses actes en face de ses mots. Et moi, il avait fait un truc, je vous le dis, Carl Olive. J'arrivais sur C8, donc la petite sœur de Canal+, et je vous jure, on était en face, et c'est Michel Denisot qui avait demandé à la direction de C8, il a dit « J'aimerais bien recevoir Cyril pour lui faire de la promo pour son émission qui était en face ». Et ça, je me suis dit, c'est quand même la classe. Voilà. Je peux en profiter pour faire une toute petite anecdote avec Michel, à l'époque de Canal et du PSG. Michel Denisot, qui a toujours des bonnes idées, avait décidé les matins des matchs de Coupe d'Europe d'organiser une rencontre amicale entre les dirigeants du PSG et une sélection de journalistes. C'était le moyen pour les dirigeants du PSG et le 17e et le 18 joueurs de se faire les journalistes. C'est toujours Michel Denisot qui arbitrait. On n'a jamais gagné. Désolé. C'est drôle. Désolé, c'est très drôle. C'est très drôle. Merci, Carl Olive, d'être avec nous. En tout cas, vous êtes maintenant député Ensemble pour la République. Est-ce que vous êtes heureux? Vous étiez plus heureux dans la télé ou dans la politique? Parce que je trouve que ça se rejoint un peu quand même. Hein. Oui, alors c'est différent. Moi, j'ai toujours été très passionné par ce que je faisais. Je dis souvent qu'aimer les gens, ça s'apprend pas dans le dictionnaire. Et quand on est journaliste, quand on est maire, quand on est député, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas prendre entre guillemets de coups, si on n'aime pas affronter le public, il faut faire autre chose. On peut faire des choses entre 9h et 17h. Et c'est très bien aussi. C'est très bien. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce boulot ou presque. Ça fait 40 ans que je suis en vacances. Ah vraiment? Ah ouais, vraiment.
Je suis passionné par ce que je fais. Alors après, j'en prends beaucoup, mais j'en donne. Mais je sens que vous aimez le sport. Vous aimez ça. Hein. Oui, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. J'ai beaucoup de respect sur le terrain. J'ai beaucoup de respect des administrés, comme j'avais beaucoup de respect pour le public quand j'avais la même fonction de vous presque dans un autre domaine. Mais ce que je disais à Fabien tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, quand on aime les gens et qu'on dit les choses, on est capable de tout entendre. Et les Français sont capables de tout entendre. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, on est capable de ne pas être d'accord, mais au moins c'est le respect. Et puis je vous fais une toute petite formule. Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et cette armée de gens d'autant plus sévère qu'elle ne fait rien du tout. Exactement. On y est. Mais franchement, on y est. C'est exactement ça. J'aime bien cette phrase. Hein, Gauthier Lebret, ça vous plaît. Ça vous plaît, ça, ça va très bien, oui. La jalousie est le pire poison qui puisse exister, en politique comme ailleurs. Oui. C'est vrai que maintenant, on dit plus jalousie. Hein. Ah bon ? On dit quoi ? On dit lardisson. Merci Carl Olive en tout cas d'être avec nous. Ça marche pour jalousie et aigreur aussi. Dans l'actualité de ces derniers jours à Poitiers, Rennes, Grenoble, c'est fou ce qui s'est passé ce week-end. C'est incroyable. Non mais je vous jure, c'est incroyable. Il n'y a pas une ville de France qui est à l'abri. Non mais c'est fou. Jeudi dernier à Poitiers, une fusillade a éclaté. Voilà, et à Nice, un adolescent de 15 ans est décédé samedi après avoir reçu une balle dans la tête. Hier, vous étiez sur Radio J, Carl Olive, vous avez fait une proposition, déployer des militaires dans certains quartiers de France touchés par le trafic de stupéfiants, avec pour objectif de créer un véritable électrochoc dans le pays. Alors, vous allez nous appeler 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, vous nous dites ce que vous pensez de la déclaration de Carl Olive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bouger. Donc il faut trouver des solutions parce qu'en ce moment et aujourd'hui, on le voit, il y a une escalade incroyable. Et moi, je parle avec énormément, je vous dis, de policiers, notamment de la BAC. Je vous dis, on en parlait avec Gauthier Lebret il y a un instant. Ils n'y vont plus dans les quartiers. Bien sûr. Plus. À Marseille, ça fait des années que c'est pas possible dans les quartiers nord. Aujourd'hui, c'est où on fait rien et on ferme les yeux depuis, comme on fait depuis des années. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des drames qui se jouent tous les jours. Ou bien, il va falloir faire des propositions. Carl Olive a fait une proposition. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite. On est bien sûr en direct. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous regarder sur Europe1.fr. Allez nous voir sur Europe1.fr, c'est tout simple. Et vous allez voir, ils sont très très beaux. En tout cas, aujourd'hui, ils démarrent très bien la semaine. Olivier d'Artigol est en train de chercher des nouvelles recettes pour la semaine prochaine. Il est sur Marmiton. Avec sa fiancée. Il est sur Marmiton.fr. Pour voir ce qu'il va faire à sa fiancée la semaine prochaine. Non, elle est là tous les jours là. D'après mes dernières informations, on parlerait d'un hachis parmentier. Mais attention, c'est pas arbitré. À prendre au conditionnel. Apprendre avec des pincettes. Tu dois apprendre avec des pincettes. Carl Olive, merci d'être là, député Ensemble pour la République des Yvelines. Et Carl Olive, j'aime bien parce que Carl Olive, il est sérieux dans ce qu'il fait, il est sérieux dans ce qu'il dit, mais c'est quand même quelqu'un avec qui on peut discuter et avec qui on peut rigoler. Non mais c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Bah oui, c'est important. Voilà. Et bravo à vous et merci Carl. C'est une belle reconversion en tout cas. On attend la reconversion de Fabien Lecoeuvre. Prochainement. Il s'est déjà reconverti une fois. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Carl Olive, en tout cas, vous avez fait une proposition ce week-end, déployer des militaires dans certains quartiers de France touchés par le trafic de stupéfiants. Est-ce que vous pouvez nous en reparler sur Europe 1 aujourd'hui? Puis vous allez nous dire ce que vous en pensez ici. Et les auditeurs aussi, 16h13, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1 pour réagir. Il y a Carl Olive qui est avec nous dans le studio. Le logiciel, il vient du terrain. Ce logiciel, il vient pas des bureaux, il vient pas de l'hémicycle, il vient du terrain. C'est-à-dire qu'il vient du terrain depuis les administrés. C'est pour moi la porte d'entrée essentielle. On n'est pas élu par les députés, on n'est pas élu par les maires, on est élu par les Françaises et les Français. Et c'est important de les écouter, et pas en mono, il faut les écouter en stéréo. Aujourd'hui, on doit être dans la prévention. C'est ce que les collègues maires font systématiquement pour rassembler là où on constate tous les jours une société qui est particulièrement divisée. Quels que soient les maires communistes, les maires de sensibilité de droite, de sensibilité de gauche républicaine, nous sommes là comme des fantassins de la République en appui de ce que souhaite l'État. Quand je parle de prévention, on a la possibilité, quand on est dans les collectivités, dans les mairies, de recruter des policiers municipaux. C'est ce que j'ai fait quand j'étais maire de Poissy. Il y a aujourd'hui 44 agents municipaux à la ville de Poissy. On a la possibilité d'installer des outils de dissuasion qui s'appellent la vidéoprotection. Il y a 71 caméras de vidéoprotection à Poissy. On a la possibilité, parce que c'est une volonté politique dans le bon sens du terme, Cyril, de pouvoir mettre en place de la prévention spécialisée. C'est-à-dire, ce sont ces animateurs, médiateurs qui passent beaucoup de temps dans les quartiers pour aller sentir les choses. C'est le cas de le dire. Oui. Et puis derrière, peut-être anticiper un certain nombre de choses. De la même manière, avec des conventions avec le commissariat, donc la police nationale, qui est pilotée globalement, si je caricature pour que tout le monde comprenne bien, par le préfet de chaque département, on peut avoir des appuis et que les policiers nationaux, avec les militaires, les gendarmes sont des militaires, je le rappelle, militaires de la gendarmerie, etc., etc. Moi, je fais beaucoup dans la prévention. Mais une fois que tout le monde connaît les règles, c'est comme dans les sports. Les règles, on les applique. On ne les interprète pas. Et j'ai toujours travaillé sur ce sujet-là. À Poissy, on a baissé la délinquance juvénile entre 12 et 17 ans de 30%.
j'ai pas tout attendu de l'État. Et c'est là où je dis simplement, attention collègues maires, quand je vois qu'à Poitiers, quand je vois qu'à Grenoble, on hurle parce qu'on n'a pas suffisamment de forces de police mises à disposition par l'État, ok, mais personne n'a besoin de l'État pour diligenter des caméras de vidéoprotection. À Poitiers, il n'y en a pas suffisamment. À Poitiers, il n'y a pas suffisamment de policiers municipaux, pardon de le dire. Et après, chacun prend ses responsabilités. Et donc, je dis aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur les territoires de la République, et notamment dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers en politique de ville, c'est-à-dire nos quartiers populaires qui sont très fragiles, très sensibles, où on a des pics de deal qui sont parfois animés par des gamins de 8 ans, alors on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas faut arrêter de se pincer le nez, de regarder ailleurs. Et il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et il me semble, à un moment donné où tous les Français réclament plus de présence de forces de sécurité sur le terrain, pourquoi pas faire un mix, c'est ce que je propose, entre la police municipale, chère au maire, la police nationale, chère au préfet, et effectivement les militaires ou des forces spéciales de la gendarmerie qui puissent intervenir, le cas échéant, sur le terrain dans ces quartiers fragiles. Voilà exactement ce que je propose. Mais pardon de le dire, j'ai pas inventé la machine à courber les bananes. Ouais. En 1993 ou 2013, Samia Ghali, la collègue de Marseille, avait proposé la même chose. Exactement. Mais à un moment donné, comme disait le président Chirac, il y a des choses qui se greffent pas. Il est temps de mettre un coup de poing sur la table. Non, mais alors moi, je dis, Carl Olive, on en a parlé un petit peu avant que vous arriviez, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Et on voit bien qu'il y a, là, aujourd'hui, ça devient invivable. Excusez-moi, donc, moi, Carl Olive propose quelque chose. Qu'est-ce que vous avez d'autre à proposer, vous, autour de la table, vous qui n'êtes pas d'accord? Olivier d'Artigol. C'est Olivier d'Artigol, non, c'était juste pour citer votre nom. Oui, allez-y. D'abord, je respecte Carl Olive. Je suis toujours attentif à ce qu'il peut donner d'un débat public et politique, parce qu'il connaît le terrain. Je pense que, pour le coup, il sait que ce n'est ni possible, pas praticable, ni souhaitable, mais qu'il fait cette proposition pour secouer un peu le cocotier et faire réagir. Je le crois, vu son expérience de terrain. Parce que tout simplement, ce n'est pas la mission de l'armée. Vous savez très bien que la Grande Muette ne souhaite pas intervenir dans ces conditions-là, que ce n'est pas son cœur de métier et de mission. Et je suis vraiment favorable à ce que nous renforcions bien évidemment la police de proximité. On a fait la démonstration grandeur XXL que c'était possible sur les JO sur un périmètre défini. Donc véritablement, il y a eu 25 000 démissions dans la gendarmerie et la police en 2023. Donc il faut redonner du cœur à l'ouvrage à nos forces de sécurité intérieure. Le continuum de sécurité avec les polices municipales, oui bien sûr. Recruter un très grand plan de renforcement pour la police, pour la gendarmerie, mais sans faire intervenir l'armée. Mais je devine que vous faites ça pour accélérer le débat. En tout cas, ce que je constate, c'est que depuis que j'ai simplement proposé de partager, et j'ai l'impression d'être comme Philippe Noiret dans Le Vieux Fusil. Oui, mais nous sommes d'accord ou pas? Oui, il est évident qu'il faut que nous, en tout cas, il faut que nous proposions des choses. Il faut qu'on secoue le cocotier. Vous avez raison, monsieur D'Artigol. Après, je dis aussi simplement que les maires ont des arsenaux, je sais pas si on a des arsenals à leur disposition. Moi, j'ai mis en place, pardon de pas reparler de Poissy, mais j'ai mis en place ce qu'on appelle un pouvoir d'achat citoyen. Vous faites du sport, vous avez entre 12 et 17 ans, vous avez 30 € de réduction. Vous faites de la chorale, vous avez 50 € de réduction. À une condition, c'est que vous ayez un comportement citoyen. Et derrière, si vous ne respectez pas cela, alors je convoquais les familles et je supprimais ou je suspendais ces aides non obligatoires. Et bien ça fonctionne. On n'a pas besoin de l'État par rapport à ça. C'est pas pour ça que ça va régler le côté des narcotrafics, parce que là on a parlé effectivement, je dirais, des acteurs, des agents qui vivent de cela. Il y en a 240 000 en France, directement ou indirectement, mais on pourrait aussi s'attaquer aux 5 millions de consommateurs. Vous n'avez pas directement répondu sur le fait que vous dites ça, mais vous savez que c'est pas praticable. Bah oui, sauf qu'en 1977 ou en 1978, on a des militaires qui sont allés nettoyer des cailloux après la Moko Cadiz. Et c'était pas inscrit à l'ordre du jour. L'exception peut confirmer une règle. Fabien Lecoeur. Oui, moi je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Parce qu'il y a une différence entre la police et les militaires. Un militaire qui est un gendarme, c'est un militaire. Un militaire, quand il intervient, il fait 3 sommations et il tire. Non mais ça, ils sont formés. Non, laissez-le finir. Non, attendez, moi je suis officier de réserve dans l'armée de l'air. Je peux vous en parler. Ah ouais. On n'a pas le droit. Tant que l'avion n'a pas décollé. Non, mais on n'a absolument pas le droit. L'armée, d'ailleurs, quand il y a eu des attaques au sabre et que ce sont les gendarmes qui ont été, rappelez-vous,
Le type, 3 sommations, il lâche pas son sabre, lâchez votre sabre. Oui. Oui, mais... Une balle, mais le type, il est mort. Non, c'est dans fini. la proposition de M. Carl Olive, il y aura la formation des militaires. La police, quand ils interviennent, avant d'utiliser l'arme, vous connaissez bien le problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une limite. Vous êtes officier de réserve, hein? Ouais. C'est beau. Quand je vous avais dit que c'était notre Tom Cruise français. Non, mais je vous l'ai dit. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est la vraie différence. Et pourquoi l'État n'envoie pas l'armée? Parce qu'il va y avoir 50 morts dans les banlieues, évidemment. Parce que les mecs, ils vont les choper, à un moment donné, tout de suite, 3 sommations, on tire. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1, bien entendu, pour réagir à ça. On a Gauthier Lebray. Oui. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, Fabien et Olivier. Reste un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand vous allez parler aux policiers marseillais où les BAC, on en parlait à l'instant, ne rentrent plus dans les quartiers nord, ils vous expliquent on est moins bien armés. Moins bien armés que les trafiquants. Nous, on est en Ligue 2 et les trafiquants sont en Ligue 1 avec des armes de guerre, prêts à faire de véritables carnages. Et donc, on est moins bien équipés qu'eux. Et on parle aujourd'hui de cette espèce de paupérisation de la police où il y a des commissariats qui sont dans des états pas possibles, où les véhicules ne sont pas de qualité, et donc on parle d'arsenal qui sont moins importants que ceux des narcotrafiquants. Donc je suis d'accord, l'armée est contre, l'armée ne veut pas intervenir. Et l'opération Sentinelle, c'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la vigilance, et s'il faut intervenir, on intervient pour faire feu, pas pour faire du maintien de l'ordre. Mais il reste un problème, regardez la liste des villes de ce week-end. Enfin, c'est partout, tout le temps, avec des victimes collatérales de plus en plus jeunes. Ce gamin de 5 ans qui a pris 2 balles dans la tête. Sokaina qui est dans sa chambre à Marseille, en train de réviser ses cours, et qui se prend une balle en pleine tête, et sa mère la découvre morte. Ce gamin à Nîmes qui rentre du restaurant avec ses parents, et qui se prend une balle aussi, et qui meurt devant ses parents, parce qu'il rentre simplement du restaurant. Et les populations qui vivent sur place et qui sont prises en otage par les petits caïds, je pense que si on les interroge, eh bien elles seront très contentes et de dire oui, pourquoi pas à l'armée. Oui, bien sûr. Il me semble. Alors, mais l'armée ne veut pas y aller. Donc si l'armée ne veut pas y aller, après il faut trouver des solutions. Comme dit Carl Olive il y a un instant, c'est un peu hybride ce qu'il propose. Hein. Voilà. Un mix. Donc c'est ça. Et Bruno Retailleau parle de mexicanisation en cours. Oui. Et je remarque que dans le petit microcosme médiatique, certains font une polémique sur le terme de mexicanisation et ne s'inquiètent pas de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que ce qui les choque le plus, c'est le terme utilisé par Bruno Retailleau au lieu de ce qui se passe dans toutes les villes de France, 5 ou 6 ce week-end. Je vais vous dire, alors ça, ceux qui sont choqués sont toujours les mêmes. Hein, on va pas se mentir, c'est toujours pareil. Gauthier Lebray, mais sachez que le plus gros de la population. Là, je parle du petit monde médiatique. Oui, mais ça, il faut arrêter avec ça. Hein. En tout cas, ce qu'on peut dire. Alors ça, c'est ce que je peux vous dire, juste, ça, les gens s'en fichent totalement. Vous le voyez bien avec nos auditeurs tous les jours, vous voyez bien dans nos émissions. Mais ça les énerve. Ils s'en fichent totalement. Oui, mais ça les énerve. Mais là, l'important, c'est les gens qui nous regardent, c'est les gens qui nous écoutent, et c'est les gens qui vont voter en 2027. Hein. C'est pas les commentateurs qui ne font rien. Vous savez, il y a des commentateurs, il y a des faiseurs. Moi, je préfère un Carl Olive qui propose quelque chose plutôt que des mecs qui sont que là à commenter. Dans ce pays, il y a beaucoup de commentateurs en France. Il y en a énormément. Mais pour proposer des choses, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde. Oui. J'ai été très étonné ce week-end après les propos de M. Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, sur effectivement la mexicanisation, où on avait l'impression, on a passé des heures et des heures à commenter ce mot, la mexicanisation. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire, mais ça c'est pas le sujet. Et pendant ce temps-là, on n'expliquait pas qu'il y a une urgence de la situation sur le terrain. Ce que je dis, c'est que les Français, quand vous allez les voir tous les week-ends, comme je dis, aller sentir le cul des vaches là, comme en Bretagne, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il faut être protégé, il faut être sécurité. On veut la restauration de l'autorité de l'État. Je rejoins Gauthier Lebray tout à l'heure quand vous disiez que certains étaient moins bien équipés, notamment par rapport à ces trafiquants, mais vous savez, c'est la même chose dans les polices municipales. Combien de polices municipales aujourd'hui dans notre pays sont armées? Ne sont pas armés, évidemment. Combien il y en a qui ne sont pas armés, alors que les maires, de leur volonté politique, pourraient le faire? Bien sûr. Parce que quand vous avez un caïd, il ne fait pas la différence entre un policier national qui est avec une arme et puis un policier municipal qui a un pistolet à eau. Hein. Moi, j'ai fait le constat à Poissy. Ça a radicalement changé le regard à la fois des administrés et aussi de celles et ceux qui sont une minorité, qui pourrissent l'essentiel de la collectivité. On ne doit pas osciller entre le laxisme et l'impunité. Merci. Carl Olive, vous restez avec nous sur Europe 1. On va prendre des auditeurs en ligne dans un instant. 01 80 20 39 21. Envoyez l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Réagissez sur Europe 1. Je vous redonne encore le numéro 01 80 20 39 21. On parlera également dans un instant des librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Et puis à Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches.
On va en parler également dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Je voudrais qu'on remercie Carl Olive d'avoir été avec nous et on rappelle sa proposition. Envoyer l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Carl Olive, député Ensemble pour la République des Yvelines. Merci Carl Olive. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs d'Europe 1 avant qu'on prenne des auditeurs qui nous appellent pour réagir à votre proposition? Jusqu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour la maison, avec 40 ans. Exactement, 4 novembre Canal+, 1984. 40 Canal+. Que faisiez-vous, tiens les auditeurs, le 4 novembre 1984 Que faisions-nous? Et Canal+ a apporté un grand lifting dans les médias et on le mesure quand on perd un certain nombre d'émissions où il y avait de l'authenticité, où on a l'impression que parfois c'est devenu très superficiel. Moi, j'ai aimé cette période. Voilà. J'ai aimé Canal et je suis très heureux de continuer à partager un certain nombre de moments comme celui que vous venez d'en faire profiter. Alors bon anniversaire et ne lâchez rien. Merci Carl Olive et vous revenez nous voir quand vous voulez sur Europe 1 bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 pour réagir à la proposition de Carl Olive. Après vous nous appelez également, j'aimerais qu'il y ait des gens qui nous appellent puisque des libraires annoncent qu'elles refusent, des librairies annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Vous allez nous dire ce que vous en pensez également dans un instant. Et à Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. On vous raconte ça dans un instant. Merci Carl Olive encore, regardez. Et il n'ose pas nous quitter, car qui reviendra nous voir quand il veut sur Europe 1. Vous vouliez dire quelque chose là-dessus, Gauthier Lebray, vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on prenne des auditeurs sur la proposition de Carl Olive? Non mais la proposition de Carl Olive, on en a débattu, c'est vrai que ça ne date pas d'hier, c'est fait à gauche par Samia Ghali qui est à la mairie de Marseille. C'est vrai que sur le papier, l'armée n'est pas faite pour cela et ne veut pas le faire. Reste un immense problème. La solution face à ces règlements de compte en série, face à ces victimes collatérales, parfois très jeunes, parfois des enfants qui se font assassiner. J'ai fait la liste tout à l'heure. Je pourrais aussi citer ce chauffeur de VTC qui a pris une balle par un enfant de 14 ans. Et le tout commandité par quelqu'un qui était à l'isolement en prison. Et Bruno Retailleau a mis le doigt sur quelque chose de très important, de fondamental le week-end dernier. Il a dit que la corruption gagnait du terrain dans la police, dans les agents en prison. Des douanes. Donc, il y a de plus en plus de corruption. Ça fait vivre 250 000 personnes, le trafic de drogue. Il y a 5 millions de consommateurs aujourd'hui en France. C'est une pieuvre gigantesque et personne n'a trouvé la solution miracle pour y mettre un terme. On a pas mal d'auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On a Jean-Pascal qui est avec nous. Bonjour Jean-Pascal. Bonsoir, oui. Merci d'être avec nous, Jean-Pascal. Je sais que vous êtes un agitateur, un provocateur. Merci. Merci Jean-Pascal de Bretagne. Je aussi bien mon nom. Donc moi, je voulais vous dire que c'était, à mon sens, une fausse bonne idée et que c'était, je suis désolé de le dire, faire preuve d'indigence intellectuelle de la part de nos politiques de vouloir mettre l'armée face aux banlieues. Je ne suis moi qu'un sous-officier de réserve. J'ai fait mon service militaire. Et l'organisation de notre démocratie, c'est la police qui garantit la paix à l'intérieur et c'est l'armée qui garantit la paix à l'extérieur. Alors si demain on fait appel à l'armée, est-ce qu'on en mesure les conséquences? L'armée, hors la gendarmerie, il n'y a pas de coup de semonce, il n'y a pas de sommation. C'est ce que vient de dire Fabien Lecœur. Oui, on tire même avant d'être attaqué. Donc, si un blindé prend un cocktail Molotov, que va dire le politique? Reculer pour pas faire de vagues ou tirer? C'est comme dans une bagarre. Si je dis à quelqu'un je vais te casser la gueule et qu'à la première claque, je pars en pleurant, je perds toute crédibilité. Exactement. Je perds toute crédibilité. Donc, l'armée, peut-être, mais si on emploie l'armée, ça veut dire qu'il faut que les politiques décident d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire des morts. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, d'accepter ça? Moi, personnellement, non. Et si on écoute des syndicalistes policiers, ils disent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y aller. Reda Bellach le disait il n'y a pas une heure. Exactement. Reda que j'ai croisé il y a quelques instants le disait il n'y a pas une heure, exactement. Oui. Alors, on fait de l'incantatoire. L'armée, voilà.
c'est bien. C'est comme quand on dit plus jamais ça. Ce n'est que des formules vides de sens parce qu'elles sont vides d'action. On sait bien qu'on ne mettra pas l'armée avec les moyens et les conséquences. Voilà. Merci Jean-Pascal, c'était intéressant ce qu'a dit Jean-Pascal. Hein. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Jean-Pascal. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez. On a Christiane avec nous dans un instant, on a Philippe, on a Hélène, on a Patricia. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'il y ait des gens aussi qui réagissent aux librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces librairies ou pas? Vous nous le dites au 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1, on revient dans une minute. À tout de suite. Il se passe un truc exceptionnel. Je voudrais raconter aux auditeurs Europe 1 ce qui se passe. La semaine dernière, Pascal Pro vient me voir. Il me dit Cyril, il y a ta veste qui est prête. Je lui dis ma veste quoi? Oui, t'as fait faire une veste. Je sais où. Ils ont pas pris ton magasin, ils ont pas pris ton numéro. Ils m'ont appelé pour dire que la veste était prête, tu pouvais aller la chercher. Et là, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, là, il y a Pascal Pro qui arrive. Qui déboule dans le J'ai cru qu'il y avait un truc grave. Hein. Le pauvre Pascal, il vient, il me dit Cyril, je dis quoi? Il me dit, il y a quelqu'un qui l'a appelé parce qu'il pensait qu'il était invité dans TPMP ce soir. Alors que c'était jeudi. Et donc, ils ont appelé Pascal. C'est votre couteau suisse. Il est reparti en disant. Mais qu'est-ce que je l'aime. Franchement, j'adore Pascal Pro. Vraiment, j'aime vraiment ce garçon qui est un amour. Donc, il est venu, il me dit ça y est, maintenant, je suis devenu secrétaire de Cyril. Il est incroyable. Franchement, je l'adore. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu, pour réagir à la proposition de Carl Olive. Envoyer l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Et il y a Philippe qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Ancien militaire en plus, Philippe, du Var. Vous nous avez déjà appelé, Philippe, hein? Non, c'est la première fois. C'est vrai? Ah bah c'est pas vous, alors c'est un autre Philippe. Je crois que c'est Risoli que j'ai eu. Je crois que c'est Risoli que j'ai eu il y a pas longtemps. Merci Philippe. Vous habitez où dans le Var? Du côté d'hier. Hier, je peux vous dire, hier, j'étais. Je peux vous dire que là-bas, hier, Toulon, sachez que j'ai une petite réputation là-bas. Je vous le dis comme ça, soit dit en passant, Philippe, vous êtes connu mais là-bas voilà, que ça reste qui entre va nous. jusqu'à Port-Cros et Port-Cros. Ça reste entre nous, bien entendu. Ça reste entre nous. Philippe, vous êtes ancien militaire, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Carl Olive? Je pense qu'il faut absolument utiliser l'armée. La police n'est plus capable maintenant, au jour d'aujourd'hui, d'assurer ses missions. La police a peur, hein, faut pas le leurrer. Hein. Ah mais ils le disent eux-mêmes, hein, ils le disent eux-mêmes. Donc ils sont pas protégés par leur hiérarchie. Donc à partir de là, il faut utiliser l'armée, sachant que en plus, par exemple, on prend le cas de Marseille, quartier nord, à 30 km, nous avons des légionnaires. Hein. Bah oui. Donc on peut très bien envoyer 2 ou 3 compagnies de légionnaires sur les quartiers nord pour faire du nettoyage. Hein. Ouais, mais alors attention, est-ce que c'est pas un aveu d'échec aussi, Philippe? C'est ça le truc, c'est qu'on se dit, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on n'est plus capable. La police n'a plus les moyens. On n'est plus capable d'assurer la sécurité des Français. C'est catastrophique. Mais à partir du moment où il y a pas si longtemps, on a voulu faire brûler des policiers dans leur voiture de fonction, je crois. Oui, bien sûr. Donc bah oui. à partir du moment où on voit ce genre de choses, on se rend compte qu'il faut utiliser l'armée. Et puis à l'armée, faut pas. On a quand même des groupes qui sont très spécialisés. L'auditeur auparavant a parlé de blindés. On va pas envoyer des blindés, on va pas envoyer des canons César. Mais moi j'ai une question. Oui, j'ai une question. Il n'a pas très envie de l'entendre. Non, mais qu'est-ce qu'on fait après? Il reste combien de temps? 1 mois, 2 mois, 10 mois? Qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça la question. Je pense qu'il faut. En fait, il faut utiliser à la fois des groupes spécialisés, c'est-à-dire des groupes type Commando Marine, les RPIMA, les choses comme ça, qui vont vraiment s'attaquer aux chefs de gang, qui vont s'attaquer vraiment aux petits caïds, voire aller les neutraliser, et après remettre éventuellement des CRS. Qu'est-ce que vous voulez dire par neutraliser? Neutraliser dans l'armée, c'est neutraliser. Hein. Je sais. Non, mais moi, je comprends ce que dit Philippe et je comprends ce que dit Carl Olive. Déjà, ce qu'il faut, écoutez, regardez bien ce qu'a dit Carl Olive, créer un électrochoc. Alors, à Valérie Benaïm, bien sûr, c'est bien de poser la question, qu'est-ce qui va se passer après? Mais déjà, créer un électrochoc, essayer déjà de casser... Que la peur change de camp. Exactement, que la peur change de camp. Voilà, et qu'après, peut-être, vous pourrez renvoyer la police et la gendarmerie tranquillement, la police en tout cas, dans les quartiers. Mais vous savez que tous les policiers n'ont pas la même sensation d'être prêts ou non face aux trafiquants de drogue. Notre auditeur rappelait ce que disait Reda Bellage. Moi, j'ai un policier marseillais qui m'écrit
la semaine dernière à Marseille, où la situation est quand même différente de la situation parisienne et banlieue parisienne. À Marseille, on dit que les trafiquants jouent en Ligue des Champions et la police en Ligue 2. C'est compliqué de gagner des matchs quand on est en Ligue 2 et quand les trafiquants sont mieux armés que nous. Voilà ce qu'on m'écrivait un policier marseillais sur le terrain. C'est pour ça que Carl Olive a fait germer cette idée d'envoyer l'armée dans certains quartiers. Et Philippe rebondit dessus. Avec l'idée que ce soit quelque chose de mixte. Je vous rappelle qu'un policier, c'est un gardien de la paix. Exactement, oui. On ne fait pas la guerre avec un gardien de la paix. Non. C'est pas... Non, là, parce que vous considérez que c'est une guerre, et moi je pense que vous avez raison, Philippe. Je pense que vous avez raison. Et quand je vois Olivier d'Artigol, que j'aime beaucoup, souffler quand vous dites que c'est une guerre, moi je ne suis pas d'accord. Olivier d'Artigol. On a parlé de guerre contre le Covid, donc on peut bien en parler contre le trafic de drogue. Oui, c'est une guerre. Je suis d'accord. Oui, c'est une guerre. Je suis d'accord. Oui, c'est une guerre. Oui. Mais expliquez-moi pourquoi nous ne pouvons pas gagner cette guerre en donnant les moyens à notre police nationale et à notre justice, création d'un parquet national anti-stupéfiant. Je prends un exemple. Si vraiment on a fait Place Nette, on y arrive, on fait. Pourquoi les effectifs de police ne restent pas après, installation d'un commissariat de proximité, agents de surveillance, etc. Mais ça ne changera rien, ça. C'est la même proposition que je vous fais, mais avec des effectifs de police nationale. Ça prend énormément de temps et nous n'avons pas les effectifs aujourd'hui. Il faut les créer. Mais on ne peut pas les créer. C'est une décision politique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer le narcotrafic, c'est une pieuvre. Philippe, bien sûr que c'est une pieuvre. C'est une pieuvre. Donc, si vous touchiez une ou deux tentacules, ça ne changerait rien. Il faut vraiment attaquer la tête. Il faut s'attaquer la tête, oui. La tête, vous savez ce que c'est. Oui, c'est les grands réseaux internationaux. Ça va jusqu'à Dubaï. Ça va jusqu'à Dubaï, la tête. À Dubaï, mais oui, tout à fait. Mais il y a forcément des petits chefs, comme des capots, quoi, des seconds couteaux, qui là, faut les éliminer. Olivier, est-ce qu'on peut pas imaginer que ça se passe en deux temps, qu'effectivement on fasse un électrochoc avec l'armée dans un premier temps, et qu'ensuite et que pendant ce temps où l'armée reprend du terrain et protège la population, etc., on construise ce que tu racontes, on donne des moyens aux policiers, etc., etc. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. Je pense qu'à un moment donné, l'armée, si vous mettez l'armée sur le terrain, ils vont se prendre des cocktails sur la tête, ils vont se faire caillasser, eux ils vont répondre. Et c'est d'ailleurs des morts. L'armée pour faire quoi ? En fait, c'est ça la question. Oui. La question, c'est là, armée ou pas armée, au fond, c'est secondaire, c'est la volonté politique. La volonté politique. Vous y allez pourquoi ? Vous y allez pas pour protéger la population. L'armée, elle y va pas pour protéger la population. L'armée, elle va pour trouver les dealers et les neutraliser si on envoie l'armée. C'est ça le but d'envoyer l'armée. Il faut des enquêtes judiciaires quand même. En fait, c'est une question, c'est-à-dire que si tu envoies l'armée et que t'inquiète pas, on leur tire dessus très rapidement. Donc tu vois, ils sortent même de leur cachette, les trafiquants de drogue, s'ils voient l'armée débarquer. Donc la question, c'est une question de volonté politique. Si vous donnez les armes aux policiers et les moyens d'y aller, il n'y aura pas besoin d'envoyer l'armée. C'est juste une question de volonté politique. Si vous leur dites, vous entrez, vous arrêtez telle ou telle personne, parce que les profils, on les connaît déjà, Olivier, ils ont été arrêtés des dizaines de fois, et puis à chaque fois, ils sont remis en liberté. Donc on sait précisément où ils vivent, on sait précisément de qui il s'agit, on sait précisément qui gère quel réseau. Donc c'est toujours pareil, c'est la volonté politique. Et qu'une fois, à partir du moment où il y a une volonté politique, armée ou pas armée, il y aura des résultats possibles. Alors, Philippe... Mais il n'y a pas de volonté politique. Ben voilà, c'est bien le problème. C'est ça le problème. Et tant qu'il n'y aura pas de volonté politique, il y aura des femmes enceintes qui se prendront des balles perdues, ou des gamins de 4-5 ans qui se prendront des balles perdues. C'est pas des professionnels, les narcotrafiquants. C'est pas des professionnels. Ils tirent n'importe quoi et ils tirer avec une calache, ça s'apprend. Ils rafalent tout et puis il y a des balles perdues, il y a des blessés, des morts en pagaille. Le Marseille, il y a 30 ans ou 40 ans, ça se passait pas comme ça. C'est sûr. Ça se passait, les gars étaient des professionnels, quoi. Exactement. Non, donc il y avait pas de. Il y avait des juges qui se faisaient assassiner. Le juge Michel, il s'est pris une balle, un scooter. Il y a eu des juges qui se sont fait. Oui, mais les civils, il n'y avait pas de femmes enceintes qui prenaient des balles perdues il y a 30 ans. Non, il y en avait. Voilà. Non, je suis assez d'accord. Maintenant, on a affaire à des jeunes qui ont 13 ans, 14 ans. On leur refile un fusil semi-automatique, ils rafalent tout. Voilà. Donc là. La grand-mère qui passe ou alors la femme enceinte, elle prend. Exactement. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci beaucoup, Philippe. Merci de nous avoir appelés. C'est la première fois que vous nous appeliez. Vous nous rappelez quand vous voulez. Tout à fait. Vous nous rappelez quand vous voulez. On est là, 01 80 20 39 21. Merci, Philippe, d'avoir été avec nous. On a Christiane qui est avec nous. Christiane, de Seine-et-Marne. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Cyril Hanouna. Écoutez, je suis très, très heureuse de vous avoir au téléphone parce que vraiment, plaisir. Vous êtes une personne qui parle franc et net et dit tout haut ce que nous, on pense tout bas. Merci, Christiane. Et merci, Christiane. Merci beaucoup, Christiane. Christiane, vous êtes d'accord avec moi que quand il arrive, il faut faire quelque chose à un moment parce que il faut faire quelque chose. Il faut du courage. Et on vit dans une autre ère, mais les gens ne comprennent plus ça, qu'on a affaire à notre génération. C'est fini. Les gens sont complètement perdus, sans volonté, sans courage. Il faut du courage, il faut y aller. Regardez à Guadeloupe, là. Il y a des morts. Malheureusement, il y a des morts. Alors là, il y a un monsieur qui disait, mais oui, il va y avoir des morts. Mais faisons en sorte que les gens qui sont pas dans le coup puissent partir et que la police ou la gendarmerie fassent leur boulot. Mais enfin, on est en France. On n'est pas au Mexique, comme quelqu'un dit tous les jours. On n'est pas au Mexique. On est en France. Et on a des enfants qui sont maintenant des drogués complètement baboules, qui sont maintenant en psychiatrie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes? On en fait des malheureux, des assassins, des gosses qui sont assassinés pour la drogue, pour de la merde. Il faut que le gouvernement, c'est un devoir, c'est pas de dire nanana, il faut le faire. Autrement, la France, elle va se réveiller. Des gens qui sont calmes, sereins, et ces 4 matins, ils vont se réveiller, et là, il y aura du grabuge. Moi, je le sens, ça, parce que les gens en ont marre, mais ils n'ont pas le courage. Moi, j'ai eu affaire, il y a une vingtaine d'années, à un dealer, un petit con de 20 ans, qui s'est mis à dealer à côté de chez nous, et jusqu'à 4 heures du matin, ça dealait, il faisait des feux de 3-4 mètres de sauvage, et il y a que moi qui fait une lettre au préfet. Le préfet, il a marché, il a dit bon, il faut que ça cesse. Et bien écoutez, monsieur Hanouna, tous les soirs, il y avait de la police avec des mitraillettes, tous les soirs, croyez-moi, le mec, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Alors, donc, il est resté un moment, et quand il a fini ses conneries, il est venu m'engueuler. J'ai dit, mais vous, dans la vie, il faut que vous choisissiez la route droite, si vous mettez dans la gauche, vous faites la gauche, mais pas ici. Voilà. Moi, j'ai eu le courage toute seule, monsieur Hanouna, toute seule. J'étais dans la rue, j'ai dit, c'est pas possible, on peut plus durer. Qu'une seule personne, et j'ai réussi. Donc, j'avais eu le courage de remuer, et la police, et le commandant de police, qui était une femme, elle m'a suivi, et on a gagné. Mais pourquoi pas faire ça, nous, avec la police, essayer de sortir les gens qui sont condamnés avec ces salopards là, de donner une carte d'identité pour aller se coucher. Non, mais où on en est? Mais c'est affreux quand même. Là, le monde est sur la tête. Alors, monsieur le président, anecdote, il faudrait aussi qu'il se remue et qu'il fasse faire les choses telles qu'elles sont, telles que les Français doivent vivre en paix, tranquille, aller dans la Seine, aller. Je suis à 15 km d'Ozoir-la-Ferrière, et là on se bat dans le terminal d'Ozoir-la-Ferrière avec des haches. Mais merde, c'est pas possible. Vous avez réveillé Gauthier Lebray là. Merci. Non, mais c'est pas possible, monsieur Hanouna. C'est pas possible. Merci Christiane. Merci pour votre témoignage, Christiane, sur Europe 1. Vous avez quel âge, Christiane? 86 ans. 86 ans, ah ouais. Pleine de vitalité. Hein. Vous avez quand même. Vous avez 15 ans de moins que Fabien Lecoeuvre. C'est vrai. Et Michel Barnier, je l'ai connu, il est formidable. Il n'a pas de casserole, lui. Ça va, impeccable. Non, c'est vrai, il n'a pas. Pour l'instant, on a rien entendu. Gauthier Lebray, vous faites. J'ai fait aucune tête bizarre. Bien sûr, Michel Barnier. C'est ça votre problème. Je vous rappelle que je connais Michel Barnier depuis que je suis tout petit. Ah oui, c'est le premier homme politique que j'ai rencontré. J'avais 4 ans, donc j'aime. Oui, il y a Christiane qui veut me parler de petites secondes. Monsieur Hanouna, est-ce que vous avez connu? J'ai 86 ans, donc est-ce que vous avez connu Madame Geneviève Tabouy? Bien sûr, on est sortis ensemble 3 ans. C'était fini pour une bêtise. La
la France donne aux Français. Merci, je vous embrasse fort, Christiane. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à M. Cyril Hanouna et bonjour à vos amis qui vous entourent. Oui, c'est des amis, des connaissances, des collègues. Merci, Christiane. Merci d'avoir été là. Merci. Vous nous appelez quand vous voulez, sur Europe 1, 01 80 20 39 21. À Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. On en parle dans un instant, on vous raconte ça. Et puis il y a un collectif LGBT aussi qui organise une cérémonie pour re-homosexualiser la passerelle de Billy. Vous savez où c'est? C'était où il y avait la Seine, la Seine de la Seine, au JO. Ouais. Ah oui. On en parle dans un instant, on a réveillé d'Artigol. A tout de suite sur Europe 1. Je dois faire le tour des royautés là. Vous êtes dans le dress code. Ouais, je suis dans le dress code. Vous êtes dans le dress code. Là, je fais Belgique là. Après je pars en Angleterre. Après je fais Maroc. Et puis après. Il est presque trop chic pour. Ouais, c'est vrai. Ah, il est beau. Franchement, il est beau. Ah, il est beau. Il plaît pas à tout le monde. Ah bon? Sachez-le, il y a des gens. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Même ici sur Europe 1 qui m'ont jeté des pierres. Ah bon? Des pierres. Des pierres. Oui, des pierres. C'est violent quand même. Oui. En plus, il y a un écusson. Vous êtes de l'armée, c'est. Non, vous inquiétez pas. Encore. T'emmerdes pas avec ça, va. Merci Gauthier Lebray d'être avec nous. Merci Valérie Benaïm. Merci Olivier d'Artigol. Et merci Fabien Lecoeuvre. Quel bonheur de le voir. Plein d'infos. Des librairies annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous en pensez? 01 80 20 39 21. À Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. Gauthier Lebray va nous raconter tout ça dans un instant, bien entendu. Et puis, on a deux autres auditeurs qui veulent réagir sur l'armée dans certains quartiers. C'est ce qu'avait proposé Carl Olive. Pour le moment, il est 17h04 et c'est le moment. Le rideau s'ouvre, le show commence. C'est le moment de Fabien Lecoeuvre, bien entendu, pour des petites infos people, juste pour quand même, pour qu'on se revigore. Ouais. Une mise en bouche. Merci, ça a été votre week-end? Voilà, très bien. J'ai mise en bouche, merci. Vous avez en tout cas, avec mon jardinier. Oui, merci. Vous avez un jardinier? Obligé. Ah oui, obligé. J'ai un hectare 4 autour de la maison. Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Pour lui, avec ses petites jambes, un hectare 4, c'est l'équivalent de l'Australie. Je vous le dis. Mais je vous le dis. Lui, quand il fait le tour de son jardin, c'est comme s'il faisait 4 fois le tour de la Terre. Vous savez pas qu'il avait une fortune, qu'il était à la tête d'un royaume? C'est un monstre. N'exagère rien. Regardez-le comme il est beau. Je peux vous dire que je l'ai vu marcher dans son jardin au loin. J'ai dit, Lino, tu reviens s'il te plaît. D'ailleurs, mon fils, vous dépasse maintenant. Je crois qu'il a la même taille là maintenant. Et ma fille, bon, on n'en parle pas. Plus ronde que d'Artigol. Et votre fille, j'ai adoré. J'ai vu votre fille. Sarah, oui, qu'est-ce qu'elle est sympa, très jolie, très sympa. Ouais. Franchement, Sarah, non, je vous le dis, je pense qu'elle va faire une carrière. Je le sens. Ah ouais. J'ai le pif pour ça. Et je le dis. Vous savez que je me trompe rarement. Je sais. C'est vrai. J'espère. Non, mais vraiment. Elle est jolie, elle est sympathique. Elle s'est encore embellie. Beaucoup. Elle travaille beaucoup. Ouais, elle voilà. travaille, vous avez de la chance. Tout le temps. Comme son papa. Elle travaille même le week-end. Je sais. C'est un boulot de fou. Il est fier. Pendant qu'il est tranquillement en train de jardiner, elle est en train de bosser. Enfin, il est avec son jardinier, c'est pas pareil. Oui, il regarde le jardinier travailler. Il faut commander, il faut diriger les choses. Bien sûr. En plus, et puis lui, vous savez pas, c'est pas ce qui se passe pour lui. Parce que vous avez de l'herbe, vous avez du gazon chez vous? J'ai des arbres à déplacer. Et du gazon aussi? Et de la pelouse. Parce que dès que la pelouse pousse un peu, lui, ça lui arrive directement. Il a la pelouse dans la gueule, je peux vous dire. Si tu viens pas tondre toutes les semaines, il arrive, lui, il est dans un champ de maïs. Je vous le dis. Bon alors, vas-y, mon Fabien. Allez, je vais vous parler d'Amir et Lital, sa femme, Amir, qui était vendredi soir, comme vous le savez, à Cannes, on va en parler 26e édition des Energy Music Awards. Il a monté les marches avec sa femme, enceinte de leur 3e enfant. Il a déjà Michael, il a 2 garçons, qui a 5 ans, Or, qui a 2 ans. Oui, il a Michael. Oui, et alors, il y a eu 2 choses qui n'ont pas plu aux internautes, c'est que la manière dont il a annoncé la maternité de sa femme, il a dit qu'elle était en cloque. Et tous les internautes disent, n'est pas Renaud qui veut. Non, c'est sûr que les gens ne prennent pas la tête. Je trouve ça une injustice. En cloque, c'est une expression aujourd'hui qui est passée dans le jargon. Voilà. Non, mais ça va. Et puis alors les gens. C'est vrai que, Gérard, t'as vu qu'elle a un polichinelle dans le tiroir. Non, mais enfin, ça n'a choqué personne, évidemment. Bon, et puis surtout, tout le monde a été surpris de son rasage de cheveux en direct avec ses danseuses. Alors, ça a laissé un petit peu tout le monde perplexe. C'est ça les infos, parce que j'embrasse Amir en tout cas. Non, alors Amir, moi je l'aime bien. Ah ouais. Sauf que et chaque fois que je le vois, il est très pressé à chaque fois. Donc voilà, donc je l'embrasse. C'est l'homme pressé. Oui, c'est Amir Express. Oh non. J'ai cherché la vanne. Je l'embrasse. Je vais vous parler de Julie Gaillet, si vous voulez. Non, elle est toujours avec François Hollande. Toujours avec François Hollande. Et elle vient d'avouer que dans la vie, c'est une vraie gaffeuse dans la vie. Ah ouais.
Alors, elle a donné plusieurs exemples. Par exemple, lors d'un dîner à Berlin, il y a un dîner très chic, en se levant de table, évidemment, elle a entraîné la nappe et toute la vaisselle qui était sur la nappe. Fou, ça. a été sa plus grosse gaffe. C'est fou. Ça. Bon, elle a recommencé à Toronto, après, toujours aux côtés de François Hollande. Hein. Elle était à Toronto. Toronto. Philippe, au Toronto. Canada. Non. Alors, elle s'est prise une porte vitrée en pleine figure. Elle a eu le nez écrasé. C'était la honte parce qu'elle avait le nez bleu. Enfin, bon, c'était un cauchemar. Ouais. Elle pouvait plus aller en soirée. Après, et puis souvent, alors, elle appelle François par le prénom de ses ex. Ça, c'est un classique chez les amoureux. Hein. Non. Ah non, jamais. Ah bon. C'est compliqué. J'ai jamais appelé ma meuf Mounir. Hein. Mounir a été votre ex. Elle a fait une gaffe aussi pendant les législatives. Elle est allée accompagner François Hollande à Tulle pour voter avec un sac de grande marque. Et on avait retenu que ça. Et je peux vous dire, ça m'a été rapporté par un très proche de François Hollande. Il était très en colère. Très en colère. C'est vrai. Bah oui, ça fait un peu homme de gauche du nouveau Front Populaire qui va voter avec sa femme qui a un sac de luxe. Ça fait mauvais genre. Ça commence par un H, ça finit par un mess. En même temps, tout le monde sait que l'argent aujourd'hui est à gauche. Il dénonce. Attention, people. Et alors, people sinon, non mais souvent, quand François Hollande l'appelle, elle reconnaît pas sa voix au téléphone. Ah bon? Alors, faut qu'elle mette un petit pareil. Alors, et puis, autre gaffe qu'elle a avouée aussi à Cannes, elle casse son talon d'escarpin sur le tapis rouge, évidemment, avant de monter les marches. Et bien sûr, elle a enlevé ses chaussures, elle a monté pieds nus. Je vais vous faire une proposition. Oui. Dites-moi tout. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Non, mais j'en garde pour ce soir. Oui, gardez-en pour ce soir. Je sais que vous avez bien raison, reste avec nous quand même. On salive déjà. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Merci. Restez avec nous sur Europe 1 01 80 20 39 21. Attention. On parle de Carl Olive, ce député Ensemble pour la République des Yvelines, qui vont envoyer l'armée dans certains quartiers pour créer un électrochoc. Et dans un instant, on prendra des auditeurs qui veulent parler de ces librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Vous allez nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs autour de la table. Juste pour le moment, j'aimerais qu'on ait Romain qui est avec nous pour le sujet sur l'armée. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci Romain d'être là. Vous avez 41 ans, vous habitez où ça déjà? Vers Pélussin. Pélussin. Voilà, Pélussin. C'est à côté... Pas loin des inondations. Aïe, oui. Bon, Romain, dites-nous tout. Cette proposition, moi, ça fait des années que je l'entends. Moi, je suis pas contre. Oui. Même je suis fortement pour. Mais la problématique, c'est que ça serait un changement sociétal à faire accepter aux Français. Donc là, pour le coup, ça pourrait, à mon sens, nécessiter un référendum. Ce serait vraiment un changement sociétal. Mais il faudrait tout changer. Il faudrait changer aussi nos armes législatives. Parce que c'est bien beau d'envoyer des militaires, mais bon, même s'ils y vont avec leur groupe, avec leur mitraillette, ils vont rien pouvoir faire. Alors, ils vont pas être là. C'est sûr que on peut pas les envoyer comme ça. Et puis surtout, je crois que l'armée ne veut pas, Gauthier Lebray. Ah non, l'armée. Puisque cette idée est dans le débat public depuis de longues années. Ça avait commencé, on l'a rappelé tout à l'heure, avec cette élue Samia Ghali, qui est maintenant élue adjointe à la mairie de Marseille. Et à l'époque, l'armée disait on n'est pas formé pour ça. Nous, on va au combat. On ne va pas faire du maintien de l'ordre. Et donc, il faut qu'on nous donne une mission précise pour la réaliser. On n'est pas là. On n'est pas là pour substituer pour se substituer aux policiers. Donc, les deux missions sont complètement différentes. Et effectivement, si on envoie l'armée, ça demande une volonté politique majeure et il faut changer complètement d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut évidemment pas, et c'est normal, qu'il y ait la moindre bavure, le moindre mort, et donc l'armée n'est évidemment pas adaptée à la situation. Alors, oui Romain. Tout à fait. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre. Il n'y a aucun problème, Romain. Mais il y a aussi on a aussi des gendarmes aussi. Donc les gendarmes qui pourraient éventuellement avoir ce rôle. Mais bon, la problématique, et là on en va vraiment aux causes, c'est que on ne peut pas intervenir correctement, parce que si il y a un blessé du côté des délinquants, tout de suite ça va être émeute. Bien sûr. Ça va être une émeute et autres. Alors quand c'est un policier, c'est pas pareil. Et puis on a nos politiques aussi qui maintenant savent mettre de l'huile sur le feu. Mais oui, il n'y a pas de bonne proposition, même si moi je serais d'accord à titre personnel. Je pense qu'il y en a besoin. Moi, ayant vécu dans une cité il y a très très longtemps,
peux vous dire que je l'ai vu venir, hein, comme beaucoup. Ah oui. Et on va pas tarder, je pense, à en arriver là. Merci. Une solution plus extrême. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et c'est vrai que de toute façon, Romain, comme je disais, à un moment, il va falloir trouver des solutions. Parce que là, faire la politique de l'autruche et se dire qu'on va rien faire et laisser couler, on a vu ce que ça a donné. Et là, on le voit que ça s'accélère. Il y a des drames de plus en plus importants qui se jouent. Je repense à une célèbre citation d'Éric Dupond-Moretti, le fameux sentiment d'insécurité. Vous savez, vous avez vu le palmarès de ce week-end ? Le nombre de villes impactées à chaque fois sur fond de trafic de drogue. Vous avez vraiment envie de citer Éric Dupond-Moretti, vous ? Parce que c'est à mettre en miroir au bout d'un moment avec la réalité. Bien sûr. À un moment donné, il a été garde des Sceaux pendant 4 ans. Il a une responsabilité politique. À mon avis, il garde mieux les seaux à la plage que... Et aujourd'hui, on a le sentiment de laxisme. On avait le sentiment d'insécurité avec Éric Dupond-Moretti. Maintenant, on a le sentiment de laxisme avec Didier Migaud. C'est-à-dire que le laxisme judiciaire n'existe pas pour l'actuel garde des Sceaux. Mais Dupond-Moretti n'était pas à l'intérieur, il était à la justice. Il a obtenu d'ailleurs avec ça, ça donne le sentiment qu'il n'y avait pas de ministre à l'intérieur. Avant Retailleau, il y en avait un quand même. Bien sûr, et alors ? Mais Gérald Darmanin, il a fait des choses aussi, vous croyez ? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit que tout ça va de mal en pis ? Et que ça se ça s'aggrave. C'est pas ce qu'on dit. On parle pas des. Si, ça s'aggrave. Vous venez de dire ce week-end. Mais c'est pas du tout ce qu'on dit, Olivier d'Artigol. Écoutez ce qu'on dit. Attendez, mais c'est pas. Cyril. Mais c'est pas. On dit pas que ça s'aggrave par rapport à ce qui se passe au ministère de l'Intérieur. On voit bien que depuis là de plus en plus, il y a une accélération des actes de violence et que tout le monde est touché et qu'on le voit là aujourd'hui. On parle de territoire perdu de la République. Il y a une dizaine de villes de France. Il y a une dizaine de villes de France qui ont été touchées. Donc à un moment, quand Gauthier Lebray, l'excellent Gauthier Lebray cite Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, c'est justement pour dire, il peut pas nous dire qu'il y a un sentiment d'insécurité. Elle est partout, l'insécurité. Bien sûr, c'est pas pour dire qu'il était garde des Sceaux ou garde. Mais si vous voulez que je dise que Gérald Darmanin n'a pas tout réussi, je peux dire que Gérald Darmanin n'a pas tout réussi. Il y a des chiffres qui ont montré qu'il y avait moins de policiers à la sortie de Gérald Darmanin à Marseille qu'à son arrivée. Donc évidemment, il y a toujours un manque de moyens. On parlait la semaine dernière avec les informations d'Amaury Bucco de la clochardisation des policiers. Je rappelais à l'instant qu'ils sont moins bien armés que les trafiquants de drogue. Ils ont des véhicules parfois vétustes, des commissariats dans des états parfois insalubres. Donc évidemment qu'il y a des vrais problèmes aussi à l'intérieur. Si on arrivait à résoudre tous les problèmes que vous venez de lister, Gauthier, on serait mieux quand même. Oui. On serait mieux. Personne ne dit le contraire. Mais après, il y a aussi le discours qui compte. Le discours de Bruno Retailleau et le discours de Gérald Darmanin n'est pas le discours d'Éric Dupond-Moretti, Didier Migaud. Exactement. Voilà, le discours compte aussi. Le discours de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau, autre exemple, il est un peu similaire. Oui. Alors Bruno Retailleau va encore plus loin. Si on est très honnête, il pousse le curseur encore plus loin. Il parle de narco-racaille, Bruno Retailleau. Il avait peut-être pas ce discours-là, ce vocabulaire-là, Gérald Darmanin. Mais un autre exemple. Il y a un très bon rapport d'ailleurs qui va être repris par Bruno Retailleau, fait par les sénateurs sur le narcotrafic. Il y a un magistrat qui est allé devant les sénateurs et qui a dit la guerre est perdue. La guerre est perdue. Quelle a été la réaction d'Éric Dupond-Moretti ? C'est pas de le convoquer pour demander quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de l'engueuler parce qu'il a dit que la guerre était perdue alors qu'il était sous serment au Sénat. C'est vrai. Donc vous voyez, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Voilà. Alors là, c'est intéressant ce que dit Gauthier parce que justement, il y a un déplacement à Marseille vendredi de Retailleau et de Migaud qui vont s'appuyer sur ce rapport sénatorial de lutte contre le narcotrafic et le plan gouvernemental va être présenté vendredi. Voilà. Il faudra voir si les arbitrages rendus vont dans le sens de ce que préconisait ce rapport avec beaucoup de choses très concrètes. On imagine que si les deux hommes se déplacent ensemble, c'est qu'ils ont une idée de construction collective et pour aboutir à un texte qui reprend les propositions des sénateurs PS et LR d'ailleurs et qui peut donc aboutir à un compromis. Si les deux hommes se mettent d'accord, c'est pour l'intérêt général, tant mieux. L'idée, c'est de donner le sentiment que les deux ministères se parlent enfin. Bien sûr. Tiens, il y a mon neveu. Je n'avais pas vu, c'était à 16h51. Excusez-moi, mais je veux bien qu'on frappe fort avec l'armée, mais il faut une frappe judiciaire qui va de pair. Il est assez d'accord avec Romain. Il est assez d'accord avec Romain qui est avec nous en ligne. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. C'est nous, Romain. C'était un plaisir pour nous et merci, vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1, on est là, on bouge pas, on vous attend et merci d'être fidèle à Europe 1. On a Hélène qui est avec nous, Hélène de Pau. Oui, c'est Hélène. Hélène. Pas loin en force. Hélène de Pau, Hélène de Pau. Elle doit connaître Olivier. Qui doit connaître Olivier. Oui, je suis là. Bien sûr, Hélène, qu'on a déjà eu. Bien sûr. Déjà eu. Ça nous fait bien plaisir, Hélène. Merci d'être avec nous, Hélène. C'était pour dire à Olivier qui devrait venir passer ses week-ends à Pau, parce que ce week-end, ça a bougé à Pau. Ah oui ? Bon ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'étais pas là.
Eh bien oui, il faut venir de temps en temps à Pau. Okay. Bon, voilà. Mais j'y suis beaucoup. Oui, beaucoup, peu. Comme M. François Bayrou, pas souvent. J'adore Hélène, elle démarre très fort. Oui, c'est pas la même chose quand même. Hein. Eh bien, il y a eu des voitures brûlées, des scooters brûlés. Voilà. Et il y a des gens qui sont partis ce matin à pied parce qu'ils n'avaient plus de voiture. Hein. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours le même quartier que je nommerai, oui, Lousse-des-Bois et Saragosse. Et bon, pour vous dire que moi, je suis femme de militaire. D'accord. Et que, eh bien oui, l'armée, oui. Non, mais... regardez quand il y a eu les Gilets jaunes. Oui. On nous a tapé dessus. On nous a pas dit, oh non, il faut pas, ceci et cela. Il y a des gens qui ont été blessés. Vous voulez que je vous dise, là, Hélène, votre exemple est très bon. Je suis désolé, vous avez vu, elle a raison. Il y a et les Gilets jaunes, et Dieu sait que j'en connais, et j'en embrasse beaucoup des Gilets jaunes, qui étaient beaucoup moins dangereux que ce qui se passe dans les quartiers et qui n'étaient pas des narcotrafiquants. C'est vrai. Voilà, qui étaient juste des Français, les Gilets jaunes, qui se battaient pour les autres Français pour essayer de faire valoir leurs droits. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y en a qui se sont retrouvés avec avec un œil en moins, avec. Oui. Voilà. Et je suis assez d'accord avec vous, Hélène. Et là, il y a eu une réponse face aux Gilets jaunes qui a été extrêmement importante, extrêmement forte. Mais alors, vous savez ce qu'ils vont vous dire, Hélène? Et je vais vous dire, ils vont vous dire oui, mais les Gilets jaunes, ils venaient à nous. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les rues, ils venaient sur les ronds-points. Là, il va falloir intervenir. Vous vous rendez compte, on parle de ça, Hélène. C'est ça qui est fou. Regardez où on en est. Ça va revenir, hein. Regardez où on en est, Hélène. On parle de ça. On parle comme si on allait rentrer dans un territoire en guerre. Ils disent rentrer dans les quartiers maintenant. Non, mais vous vous rendez compte ou pas? On ne rentre pas dans les quartiers. Ils sont assiégés. On parle de territoire perdu de la République. C'est comme ça qu'on les appelle. Je vais vous donner 2 exemples. Oui. Le 25 juin, j'étais dans mon jardin. Il y a 3 gamins j'habite Olivier doit connaître, dans l'avenue Trespouey. Oui. Et pour s'amuser, ils m'ont lancé une pierre. J'ai un cancer depuis 3 ans, donc j'ai un cathéter. J'ai reçu la pierre juste là où était le cathéter. J'ai été hospitalisée 2 jours pour remettre tout en place. Ma voisine a appelé la police de proximité, puisque M. Bayrou aime beaucoup ce mot-là. On m'a dit qu'il n'y avait pas de voiture ni d'agents compétents pour venir. Donc les pompiers m'ont dit qu'il faut aller au commissariat. Incroyable. J'ai porté plainte. Et une assistante sociale est venue chez moi pour me dire qu'il fallait enlever la plainte parce que c'était un jeune de 13 ans, il faisait partie d'une famille monoparentale et il fallait enlever la plainte pour qu'il ne soit pas inquiété pour ses études. Voilà. Ouais. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Non mais Hélène, non mais c'est incroyable qu'il ne soit pas inquiété pour ses études. Mais on marche, quand je vous dis qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. Il y a un laxisme. Vous savez ce qui se passe en fait? Le curseur s'est déplacé et maintenant il y a des choses très très graves qui passent crème, qui passent tranquille maintenant. Oui, c'est pas grave. Oui, mais c'est ça, c'est pas grave. Oui, parce que là on essaie de culpabiliser la victime. Oui. Ah oui. À moi, bon, il y a eu porter plainte, ça sert à rien. Bon, on vous tiendra au courant, ceci, cela. Et bon, le flic qui m'a reçu, il m'a dit, j'enregistre votre plainte, votre certificat médical, mais n'attendez rien. Alors tout le monde me dit, tu crois que tu as touché de l'argent? Je m'en fous de l'argent. Et bien sûr. C'est pas ça. Mais le gamin de 13 ans, il a recommencé en septembre au collège Jeanne d'Albret. Et bien, il continue à foutre les poubelles en l'air. Et on a été au collège pour le dire au proviseur. Ils nous ont répondu que de toute façon, on ne pouvait pas tous les surveiller. Ceci dit, je comprends. On a écrit à François Bayrou puisqu'on a monté un comité. Non, il n'est pas là. Il doit pas être. Il est peut-être au Maroc, je ne sais pas. Parce que lui, il ne répond pas. Je crois qu'il est en jogging au Maroc. Non. Oui, mais de toute façon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça changera rien. Hein. À part la place Clémenceau, la place Royale et son petit fief, le reste, il en a rien à foutre. Mais moi, comme je vous dis, je suis femme militaire. Hélène, je vous sens quand même l'armée. Un premier soutien de François Bayrou. Hélène, je vous sens quand même. Oui. Vous allez être sa liste municipale, je le sens bien. Et en plus, j'y ai travaillé pendant 40 ans, mais j'ai travaillé avec André Labarrère. C'était autre chose. Hein. C'était différent. Oui. Mais
comme je dis, il va falloir, il va arriver un moment où il va falloir mettre de l'ordre. Valérie, je vous aime beaucoup, mais de temps en temps, vous êtes un peu laxiste. Moumou, hein. Mais elle est molle. Elle est molle, je suis d'accord avec vous, Hélène. Oui, Hélène, c'est un peu moumou. Hélène, vous restez avec nous. Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on n'a plus le temps pour être mou. Je suis désolé. Il y a une urgence. On va en parler dans un instant. Restez avec nous, Hélène. Je voudrais avoir votre avis sur les librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Vous restez avec nous, 01 80 20 39 21. Et on arrive avec toute l'équipe et la molle. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h33. On est en direct. Quel bonheur d'être avec vous, de vous accompagner tous les jours entre 16h et 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Réagissez. Des librairies annonce qu'elle refuse de proposer le livre de Jordan Bardella. Et puis dans un instant, on va vous raconter cette histoire à Sciences Po Paris. Une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. Oui, on en est là. Alors, Hélène est avec nous, Hélène de Pau, qu'on adore, Hélène. Hélène, j'adore, elle a pas sa langue dans sa poche. Ah non. Ah, Hélène, moi, c'est toujours un bonheur quand elle nous appelle sur Europe 1. On sait que ça va secouer, on sait que ça va pas être mou. Hélène. Dans la vie, on m'a toujours dit qu'il fallait dire ce qu'on pensait. Ah bah oui, je suis d'accord, Hélène. Je peux vous donner un conseil, Cyril ? Bien sûr, allez-y, avec grand plaisir. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Séparez-vous de d'autres personnes. Non, j'irai pas jusque-là, non. Non, mais ce soir, quand vous allez faire votre émission, oui. Surtout, ne mettez pas sur le sujet sur l'armée, parce que nos deux intellectuels, Gilles et Thomas, vont dire t'as pas le droit, il y a alors, c'est pas je vous dis, Hélène, je vais le faire exprès. Vous savez que j'ai juste envie de voir ce qu'ils vont dire. Mais vous savez, ces gens-là, Hélène, avec eux rien n'est possible, mais ils ne proposent jamais de solution. Mais ils ne proposent jamais de solution. Et ils laissent la situation se dégrader. Cyril, vous n'avez pas le droit, c'est pas la loi française. C'est ça. Et ceci et cela. Pourquoi vous venez jamais à Pau, Cyril ? Je vais venir. Je savais que je vais venir. J'ai bientôt pour les mariages. J'ai un mariage à Pau. Et j'ai un tournoi bientôt à Pau. Je viendrai, Hélène. On peut faire une émission délocalisée. C'est vrai. Franchement, on se fait ça bien. Ah oui, ça serait génial. Je vous prépare tout. Ça serait génial. Franchement, Olivier va vous faire le guide. Alors, il va vous amener à la CGT et je suis Hélène, je vous le dis, je suis fan de vous. Oui. Ah, mais je vous dis, je suis fan de vous, Hélène. Moi, je vous aime beaucoup. Mais Valérie, je vous en prie, de temps en temps, taisez-vous. Non, mais moi, je suis désolée, Hélène, j'aime bien un peu de pondération et je trouve que c'est pas mal dans le débat actuel de la pondération. C'est important. Parce qu'il n'y a que des extrêmes des deux côtés. Il faut parfois trouver une voie médiane et je trouve que la voie médiane, elle fait du bien parfois. Il y a du bon sens. Oui, je suis pas là. Mais de temps en temps, vous, Géraldine, Gilles et Thomas. Les woke, c'est la formule woke, c'est insupportable, Hélène, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est les pads. Mais oui, c'est les pads. C'est la woke pad, c'est voilà, merci. Oui. Hélène, qu'est-ce que vous pensez des librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella ? Je trouve ça encore nul, mais de toute façon, comme moi j'ai dit à mon fils, s'il n'est pas dans les librairies, on le commandera sur Amazon, mais c'est pas pour ça que je le commanderai pas. Alors moi je pense que ça lui fait une pub de fou. Complètement nul. C'est Amazon qui dit merci surtout. Vous avez raison. Les plateformes en ligne applaudissent. Bien sûr. Je sais qu'à Pau, il y a des librairies, je ne les nommerai pas, mais je sais que, parce que j'ai des amis qui y travaillent, ça ne se vendra pas. D'abord, après, il y a la FNAC, si je peux me permettre, une personne qui veut mettre la main sur le livre Jordan Bardella, d'après moi, elle va y arriver. 155 000 exemplaires. Et moi, je tiens beaucoup à la liberté, et un libraire indépendant et libre du choix de ses livres. Et si vous n'aimez pas cette librairie, on peut aller dans d'autres librairies. C'est une liberté. Moi, je suis d'accord. Il faut savoir qu'il n'y a que 3000 libraires indépendants en France. Et c'est leur métier. Il y a 70 000 livres par an. Donc, ils ne vendent pas 70 000 livres. Par exemple, et donc, c'est normal que chacun fasse des choix. Il y a des libraires indépendants de mon quartier. Écoutez. Ils refusaient tous les livres politiques. C'est bon. Alors, Hélène, j'aimerais que vous réécoutiez ce que vient de dire Valérie Benaïm et que vous me disiez ce que vous en pensez après. Non, mais écoutez ce que... Parce que je suis molle là-dessus, je ne suis pas molle. C'est un choix politique.
politique, par contre, c'est pas un choix de qualité. S'il vous plaît, il y a 3000, Valérie Bennem, redites exactement ce que vous avez. Il y a 3000 libraires indépendants en France. Chaque année, 70 000 livres sont proposés à ces libraires. Leur métier, c'est de choisir ce qu'ils vont mettre à la vente ou pas. Ils font ce qu'ils veulent. Et en revanche, même s'il n'est pas à la vente dans la librairie, rien n'empêche une personne qui rentre dans la librairie de le demander et le libraire le commande. Je suis d'accord. Non, mais s'ils veulent pas le mettre... ça m'étonnerait. Hélène. La librairie à laquelle je pense, ça m'étonnerait qu'ils me le commandent. Parce qu'en plus, vous savez quoi, je vais juste vous dire un truc, Hélène. Je vais juste vous dire un truc. Oui. Et on l'adore. Hein. Mais Valérie Bennem, elle croit au Père Noël. Mais je l'adore, c'est comme ça qu'on l'aime. Elle croit au Père Noël. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Garder une âme d'enfant, et c'est exactement, elle a gardé une âme d'enfant, mais pour moi, le problème, c'est que là... Bibi Phoque. C'est Bibi Phoque. Exactement. Merci Hélène. C'est mignon d'ailleurs, Bibi Phoque. Merci Hélène. Je vous dis à bientôt, mais je vous aime quand même tous. Moi et Gauthier plus, non? Oui, vous Cyril, oui, plus. Oui. Gauthier, un peu moins. Et puis après, ça va en dégradant. Il y en a deux. Il y en a vraiment deux en dernier que non. Non, oui, non, je vois qui c'est. Oui, non, je ne nommerai personne. Non, ne nommez personne. Ça s'appelle Thomas et Gilles. Je pense qu'on a les mêmes. Je vous embrasse. Oui, on a les mêmes. Merci Hélène. Merci d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Merci. C'est quand même gentil. C'est fair play. Merci Hélène. À bientôt. Je vous embrasse fort Hélène, merci. Je me remets pas de cette phrase. Allez, et après ça va en dégradant. Allez, des libraires annoncent qu'elle refuse de proposer le livre de Jordan Bardella. Et puis on va vous raconter dans un instant, à Sciences Po Paris, une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. Que devient Sciences Po? Vous allez nous en raconter ça, c'est fou. À tout de suite sur Europe 1. Il est 17h40 sur Europe 1. Qu'est-ce que ça passe vite à vos côtés. Merci à tous d'être avec nous sur Europe 1, 16h, 18h. On rigole beaucoup, on apprend des choses, on débat et on a des auditeurs incroyables qui nous appellent au 01 80 20 39 21. Appelez-nous, hein. On est là jusqu'à environ 18h, donc vous nous appelez et vous réagissez. On a une autre personne, il y a Kevin qui voulait réagir à l'armée. Et ensuite, on va repasser à Jordan Bardella, hein, bien sûr, où il y a des librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Et à Sciences Po Paris, on va parler de cette histoire. Une association étudiante organise un débat interdit aux hommes et aux personnes blanches. Pour le moment, on a Kevin. Bonjour Kevin. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien, Kevin, très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Kevin, de Seine-et-Marne. Il n'y a pas de souci. Vous êtes d'où en Seine-et-Marne, Kevin? Proche de Meaux. Proche de Meaux, j'adore Meaux parce la que ville de Jean-François Copé, exactement. Moi j'étais copé comme cochon. Mais c'est un bon maire, sans rigoler, c'est un bon maire. Hein. Moi, très bien. Je vous dis, j'ai eu un flash. Je vous jure que c'est vrai. C'est bizarre que vous me parliez de ça. J'ai eu un flash. Parfois, j'ai des flashs politiques. Ok. Sachez-le, j'ai des flashs politiques. Et j'ai vu Jean-François Copé qui allait revenir fort. Ah ouais? Ouais. Il sera dans le gouvernement en 2027. Je sais pas pourquoi. Vous voyez quoi sur les élections américaines? Sur les élections américaines, vous savez ce que je vois. Je vous le dis, je vois l'histoire qui va se répéter. Je vois Trump. Vous allez voir. Ok. C'est en boîte. C'est en boîte. On va prendre note. Ouais, je m'en fous si je me. Voilà. Non, de toute façon, oui. Moi, je vous dis ce que je vois parce que j'ai des flashs. Oui, je vois. J'ai des flashs et à un moment, j'avais vu François Fillon gagner les élections, les primaires de la droite. Et après, je l'avais vu président. Ouais. Mais sauf que j'avais pas vu les costumes. J'avais pas vu les costumes. Dans le truc, j'avais juste dans mon rêve, il y avait juste un moment. Est-ce que vos flashs ne concernent que des politiques ou ça peut aussi concerner des jeunes talents? Ça concerne des jeunes talents, exactement. Et vous avez des flashs parfois? J'en vois beaucoup au Pôle emploi. J'en vois beaucoup. Je peux me tromper. Kevin, merci d'être avec nous en tout cas. Et vous vouliez réagir à la proposition de Carl Olive, qui était avec nous tout à l'heure, d'envoyer l'armée pour créer un électrochoc dans certains quartiers. Oui, donc du coup, pour moi, ça serait pas une solution rentable, étant donné que l'armée n'a pas été formée pour ça. Ils vont intervenir dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. A contrario, on a des unités, que ce soit police, gendarmerie, qui connaissent très bien le terrain, qui ont de l'équipement, qui ont de la formation, mais derrière, il leur manquerait du soutien. Donc quand je dis soutien, je veux dire par exemple du soutien du côté, que ce soit politique, du soutien juridique, ou par exemple même du soutien un peu plus, on va dire, de la population. Par là, je veux dire que par exemple, dès qu'il y a des émeutes ou des actions de la police dans les quartiers ou qu'il y a du usage de l'arme ou des choses comme ça, on va généralement avoir tendance à présenter les auteurs directement comme des victimes et généralement ils auront un soutien de la classe politique et derrière il y aura des émeutes et derrière c'est des collègues qui vont être caillassés, menacés dans leur vie personnelle. Et cela, malheureusement, on n'en parle pas. On rappelle que Kevin est policier, bien entendu. Voilà, exactement. Et quand je parlais exactement de soutien juridique, ce
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'unités qui travaillent tout ce qui est trafic de stupes, des choses comme ça. Et que, on va dire que sur 30 interpellations, il y a peut-être 20 dossiers qui vont être suivis. Dans les 20 dossiers qui vont être suivis, il y en aura peut-être 5 qui seront présentés au juge. Dans les 5 qui vont être présentés au juge, il y en aura peut-être un qui sera déféré, donc mis en prison. Parce que après derrière, voilà, il y a aussi un manque de place. Et il n'y a pas que la justice, il y a aussi un manque de place dans les prisons, donc les places coûtent cher. Donc malheureusement derrière, c'est la population qui paye, on va dire, les pots cassés, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui devraient être dans les prisons, qui sont en réalité dehors par manque de place et par manque de suivi de la part des institutions. Exactement. Merci Kevin. Vous voulez réagir, Gauthier Lebray? Oui, je voulais poser une question à Kevin. On disait à l'instant, on sait où sont les dealers, on sait de qui il s'agit, où ils sont, où ils sévissent, mais vous l'avez expliqué vous-même, certains, vous les arrêtez, ils sont remis ensuite en liberté. Est-ce que vous nous confirmez ça? On sait pertinemment où ils sévissent, les dealers? Et on va dire qu'il y a des coins de stupes, mais qui sont connus, mais pas que par nous, même par la population. C'est la population qui nous dit. C'est la population qui nous dit à tel endroit, mais après il y a des unités spécialisées qui connaissent encore plus. Mais même, je veux dire, on le voit souvent dans les actualités, que les trafiquants ne se cachent même plus, qu'on voit très bien qu'il y a des guetteurs en bas qui sont installés toute la journée avec des chaises, que les tarifs, tout ce qui est trafic de stupéfiants, des trucs comme ça qui sont directement tagués sur les murs. Il suffit d'aller il suffit entre guillemets, évidemment, il suffit d'aller les arrêter, mais pour cela, il faut la volonté politique, il faut les ordres, il faut l'armement et il faut être soutenu. Après, tout ce qui est armement, des choses comme ça, tout. Et nous, on aurait la volonté, on a des unités qui sont faites pour. Mais voilà, derrière, il faudrait un soutien, que ce soit, comme j'ai dit, politique ou même judiciaire. Comme je dis, je jette pas la faute je jette pas la pierre aux juges qui, malheureusement, bien sûr. Ils sont débordés. Ils sont débordés par la surpopulation carcérale. Donc après, c'est un serpent qui se mord la queue. Exactement. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous, Kevin. C'était un plaisir. Merci. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vous savez que c'est chez vous ici, 16h, 18h, c'est sur Europe 1 que ça se passe. Merci beaucoup. On a Sylvain qui est avec nous. On va faire Sylvain sur les librairies qui annoncent qu'elles refusent de proposer le livre de Jordan Bardella. Et ensuite, on va raconter cette histoire aussi à Sciences Po qui est incroyable. On va terminer l'émission là-dessus. Vous allez voir. On marche sur la tête, c'est le cas de le dire. Merci Sylvain d'être avec nous, 42 ans. Il habite dans les Vosges. C'est ça. Bonjour, merci Sylvain. Vous faites quoi dans la vie, Sylvain? Je t'ai appelé la semaine dernière, je suis non-voyant. C'est ça, c'est Sylvain. C'est mon Sylvain, ça va mon Sylvain? Ouais, ça va, je compte les jours avant de te voir. On se voit bientôt là, mon Sylvain. Les heures, les secondes, les microsecondes, je sais pas. On est en direct vendredi. Là, je vais te faire de gros bisous vendredi, on va être bien ensemble. Normalement, je suis pas là vendredi, mais ta production me dit pas ce vendredi, donc j'attends. Non, mais moi je te dis que ce sera ce vendredi. Il y en a quelques-uns qui vont se Excuse-moi de te dire ça, Sylvain, mais écoute plus moi. Oui, non, mais je n'écoute que toi. Sylvain, tu seras là vendredi. Il sera là vendredi. Je vais passer le mot. Il sera là vendredi. Voilà, il sera avec moi vendredi. Donc tu seras là vendredi. Merci, Sylvain. Écoute, j'ai hâte de voir Guénolé et Verdun. Ils seront là. On est en direct vendredi à la télé. Ça va être magnifique, Sylvain. Et la molle, Valérie Benaïm. Ah ouais, la molle. Merci, la meule. La meule et la molle. Sylvain, pour le Jordan Bardella, vous dites quoi? Oui. Dans quelques semaines, on va célébrer les 10 ans de Charlie Hebdo. Oui. On était tous Charlie il y a 10 ans, on défilait presque tous dans toutes nos villes françaises pour la liberté d'expression. Pas pour forcément Charlie Hebdo, mais pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, en 2024, 10 ans après, on en est à interdire une publicité à la SNCF pour un livre. On en est à ce que des libraires ne veulent pas vendre un livre dans leur magasin. On en est à ce qu'on veut interdire une chaîne de télévision parce qu'ils parlent de choses que les bien-pensants ne veulent pas entendre. On en est à faire des commissions parlementaires où on fait des réquisitoires sur une chaîne de télévision. Où en est la liberté d'expression aujourd'hui en 2024 ? Mais je suis assez d'accord. C'est quand même très curieux tout ça. Oui, Gauthier Lebray. Oui, parce qu'on s'est tous battus pour ça. Il y a 10 ans, il y a eu des morts, il y a eu des. Bien sûr. Où on en est aujourd'hui ? C'est quand même incroyable. Non, parce que Valérie nous expliquait justement que les libraires font des choix pour tel ou tel livre. Mais là, c'est pas un choix littéraire. Parce que l'exemple que nous prenait Valérie, c'est on sélectionne c'est un pur choix politique. Sylvain, vous voulez dire ce que vous pensez littéraire, c'est pas un choix d'écriture. Vous voulez dire à Valérie Benaïm ce que vous pensez de ce qu'elle a dit?
Sylvain, j'entends complètement ce que vous dites et j'étais moi la première à manifester. J'étais évidemment comme nous tous, place de la République après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Et je suis toujours en train de défendre d'ailleurs la liberté des... Non, parce que c'est l'exemple que prend Sylvain. Donc, voilà. Mais effectivement, les libraires ont la possibilité de choisir ce qu'ils mettent en vente. En revanche, je serais vent debout si l'ensemble de tous les libraires et les plateformes, etc., refusaient et qu'on n'aurait pas accès à ce livre. On a accès à ce livre. Valérie, et il se trouve que je défends par ailleurs la possibilité que ce livre existe. C'est ma maison d'édition, donc je suis partie prenante, si j'ose dire. Donc je défends l'existence de ce livre. Maison d'édition. C'est un choix politique, Valérie, vous êtes d'accord, c'est pas un choix littéraire. Pardon ? Oui, c'est politique. Oui, c'est un vrai choix politique. Les libraires font des choix politiques. Un choix de censure. Comme des libraires auront la possibilité de mettre le livre de Jordan Bardella très en vue et de ne pas commander d'autres livres. Chacun est libre. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. On se voit vendredi, Sylvain. Eh ben d'accord, Cyril, je serai là. Allez, je vous fais de gros bisous et ne comptez plus les jours. Je vais être hyper ému de te voir, vraiment. Je vais être en larmes. Vous allez voir. Quand vous allez me voir, vous allez voir, vous allez être bien déçus. J'ai perdu de ma superbe. J'ai perdu de ma superbe. Ça va être Sylvain. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous et je vous attends vendredi. Je vais être très heureux de vous rencontrer. Merci. Ok, d'accord. Il y a Mathieu qui est avec nous. On va faire 1 minute avec Mathieu. Et après, vous allez nous expliquer l'histoire de Sciences Po pour nos auditeurs. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci. Bonjour Mathieu. Mathieu, 24 ans, qui nous appelle du Rhône-Alpes. Merci Mathieu. Sur Jordan Bardella, vous avez 1 minute. Vous nous dites quoi, Mathieu ? Exactement. Pour moi, c'est une discrimination politique et du coup qui pèse sur le débat public de la part de la gauche parce qu'ils instaurent un peu une atmosphère de terreur. Parce que du coup, ils bloquent le livre et ils s'attaquent en faisant ça à l'une des plus grandes identités françaises, une des plus grandes valeurs, qui est la liberté. Parce que Jordan Bardella, aujourd'hui, quand on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même fait 1/3 de votants aux élections européennes. Et on le censure. Et en fait, ça va plus loin que ça aujourd'hui. Parce que là, on parle du livre de Jordan Bardella, mais il y a aussi l'ARCOM avec C8. Et en fait, on s'attaque au livre, on s'attaque à la télévision, et en fait, c'est problématique. Valérie, tout à l'heure, elle disait un libraire n'est pas obligé de proposer le livre. Ça, je veux bien. Par contre, une grand-mère, une personne âgée, qui habite dans une campagne, et qui n'a qu'une seule librairie, on l'empêche d'accéder à la culture. Bon, je suis assez d'accord. Parce que dans les faits, oui, on peut le commander derrière. Mais bon. Non, mais je suis d'accord. Ceux qui ne vont pas le prendre, ils ne vont pas le commander derrière. Et ça, c'est dramatique, par contre. Parce qu'eux n'ont pas accès à Internet aussi, les personnes âgées, donc ils sont pris dans ce cercle vicieux. Par contre, le libraire n'a pas droit, si la personne vient et commande le livre, de refuser la commande. Refus de vente, c'est interdit, ça. Oui, bien sûr, mais il y a des faits, il y a toujours des faits qui sont aussi derrière et qui sont toujours compliqués. Je suis assez d'accord avec vous, moi, Mathieu. Je suis d'accord avec vous, Mathieu. Je pense qu'on a deux personnes qui sont très sympathiques autour de la table, mais qui croient au Père Noël. Et c'est bien, c'est bien. Il y aura une culpabilisation de la cliente. Merci Mathieu. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il nous reste 1 minute 20. Gauthier Lebray, j'aimerais que vous racontiez à nos auditeurs ce qui s'est passé à Sciences Po. Alors, Sciences Po est au cœur d'une nouvelle polémique. L'association des collectifs féministes a publié une photo pour promouvoir un événement qu'elle souhaite organiser au sein de l'école le 5 novembre prochain. Sauf qu'en bas de l'affiche, il inscrit des conditions de non-mixité et non blanche pour y assister. L'association des collectifs féministes se décrit comme une association féministe, décoloniale, luttant contre l'oppression sexiste, raciste et capitaliste à Sciences Po. Tout un programme. Comme indiqué sur l'affiche, les hommes et les personnes blanches ne sont pas conviés à cet événement puisque les membres de l'association veulent créer un safe space dans lequel les femmes peuvent se sentir libres de s'exprimer en tant que femmes sans ressentir de pression. Après la polémique naissante sur les réseaux sociaux, la mention non blanche a rapidement été retirée. Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, a immédiatement interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur, dénonçant, je cite, un projet raciste et discriminant qui n'a pas sa place dans nos écoles. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur, n'a pour le moment pas réagi. Merci Gauthier Lebray, c'est quand même fou. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous dis, on est dans une escalade du n'importe quoi. Que devient Sciences Po ? Exactement. Que devient Sciences Po ? Il est 17h53. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Je voudrais remercier tous les auditeurs qui étaient avec nous, tous ceux qui nous ont écoutés sur Europe entre 16h et 18h. Je vous fais de gros bisous. Là, on part en télé, bien entendu. Et vous, si vous voulez écouter Punchline, c'est avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Salut à tous.